Alors, tout d'abord, bonjour à tous et merci de votre présence. Donc, bienvenue à notre premier webinaire de l'année et dont la thématique est la stratégie 2024, un potentiel mesuré à capturer. Alors, au cours de cette session, nous allons aborder les principales tendances économiques, notre définition du marché, action, ainsi que les facteurs clés qui pourraient l'influencer en 2024. Enfin, on va vous présenter la stratégie d'investissement sur laquelle nous sommes basés afin de construire notre portefeuille BKGR. Donc, bien évidemment, nous clôturerons ce webinaire par l'habituelle session de questions-réponses. Donc, sur ce, je passe la parole à Khadija qui va vous présenter la partie macroéconomique, marché et stratégie d'investissement. Merci Dounia. Bonjour tout le monde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter notre portefeuille pour l'année en cours, nous allons passer en revue les principaux points macroéconomiques pour les années 2023 et 2024. Donc en termes d'économie, le Maroc a une nouvelle fois confirmé ses aptitudes de résilience, comme en témoigne l'orientation des comptes nationaux au T4 2023, qui font ressortir une amélioration de la croissance à 3,3%. Et en termes de projection, et tenant compte bien sûr de la conjoncture nationale et internationale, la Banque centrale table sur une croissance de 2,7%. Et pour l'année 2024, l'activité économique du pays devrait s'améliorer graduellement à 3,2%, alors sous l'hypothèse d'un retour à une production céréalière moyenne de 70 millions de quintaux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un niveau qui nous semble être assez optimiste au vu des conditions pluviométriques actuelles. Donc ça, c'est par rapport à la croissance économique. Au volet des finances publiques, et à fin novembre 2023, on est sur un creusement du déficit budgétaire à moins 50,5 milliards de dirhams contre moins 41,7 milliards de dirhams à fin novembre 2022 en raison justement de la hausse des dépenses ordinaires. Et compte tenu de ces réalisations, c'est un déficit qui devrait s'établir, selon les dernières anticipations de Banque El Maghreb, à moins 4,8% du PIB en 2023 avant de s'améliorer à moins 4,5% en 2024. Alors, au registre du commerce extérieur, la Banque centrale prévoit à partir de 2024 une amélioration des exportations portée par la hausse des ventes du secteur automobile, mais aussi par le léger redressement des expéditions des phosphates et des dérivés. Sinon, par rapport aux importations, elles devraient s'améliorer donc avec la hausse des achats des demi-produits et l'alourdissement aussi de la facture énergétique. Sinon, par rapport à l'inflation, donc après son pic en 40 ans de 10,1 fois à fin février, la variation de l'IPC s'est inscrite sur un trend baissier pour s'établir à 3,6% à fin novembre 2023. Donc, cette détente des pressions inflationnistes qui a été constatée résulte essentiellement du ralentissement des prix des produits alimentaires et manufacturés, mais aussi des trois relèvements du taux directeur qui ont été opérés par la Banque centrale entre septembre 2022 et mars 2023 pour un total de 150 PBS à 3%. Et donc, dans ce contexte, Banque Maghreb prévoit un ralentissement de l'inflation à 6,1% en 2023. Par contre, donc, il y a un petit warning par rapport à la décompensation progressive du gaz butane qui devrait avoir lieu au T2 2024 et qui pourrait justement induire une inflation indirecte. Donc, on peut passer à la slide 4 qui présente notre scénario économique pour l'année 2024. Donc, compte tenu des éléments que je viens de présenter, nous avons maintenu notre scénario économique, anticipant dans sa composante centrale, comme vous pouvez le voir sur le tableau, une hausse de 3,6%. Sinon, pour la cartographie des risques au niveau de la diapo 5, nous avons fait de même avec pour principale opportunité la co-organisation de la Coupe du Monde en 2030, la consolidation de l'activité touristique, mais aussi le dynamisme des exportations. Sinon, du côté des risques, donc nous avons la probabilité d'une mauvaise campagne agricole en raison des conditions climatiques actuelles, la hausse des cours du pétrole et des denrées alimentaires, mais aussi la dégradation des exportations de phosphate. Alors, je vous propose d'enchaîner avec la partie marché. Donc, au niveau du marché financier et à l'issue d'une année 2023 qui était quand même assez riche en rebondissements, la bourse de Casablanca est parvenue à clôturer l'année sur une performance remarquable de 12,8%, rattrapant ainsi les pertes qu'elle avait enregistrées une année auparavant.
Donc, dans le détail, et après la hausse spectaculaire des taux qui a été constatée début janvier, les investisseurs se sont repliés sur leur position en début d'année en attendant justement d'avoir davantage de visibilité. Mais heureusement, il y a eu pas mal d'éléments positifs qui ont participé à renverser la tendance. Donc, on a les premiers signes de ralentissement de l'inflation au niveau international et national. On a aussi la sortie réussie du Maroc à l'international pour un montant de 2,5 milliards de dollars en mars 2023, ce qui confirme justement la qualité de la signature du Royaume. On a également les réalisations annuelles des sociétés qui étaient mieux orientées que prévu, ce qui atteste de la résilience des valeurs cotées à la bourse de Casa. Donc, ce trend haussier a signé le début d'une reprise attendue en capitalisant justement sur les effets d'annonce, notamment sur le S de 2023, donc avec l'annonce de l'octroi de la co-organisation de la Coupe du Monde, le triple statu quo de Banque Maghreb, mais aussi l'effervescence qu'on a constatée autour de l'IPO de CFJ. Sinon, en termes de volumétrie, et contrairement à la performance boursière honorable enregistrée en 2023, le flux transactionnel qui a été drainé par la bourse de Casablanca a fait du surplace. Donc, c'est une évolution qui fait suite à une progression de près de 4% des volumes transigés sur le marché central, une progression qui a été atténuée par un recul de près de 5% de la volumétrie qui a été drainée sur le marché de blocs. Je vous propose de passer aux comparables régionaux et internationaux en termes d'indicateurs boursiers. Donc, comme vous pouvez le voir sur les graphes projetés, la bourse de Casablanca présente sans surprise le deuxième PE le plus élevé comparativement aux autres pays, donc après l'Arabie saoudite. Alors, avant de passer à la partie stratégie d'investissement pour l'année 2024, je vous propose de revenir rapidement sur la performance de notre ancien portefeuille en 2023. Donc, sur l'ensemble de l'année 2023, le portefeuille de BKGR gagne 16,9%, surperformant ainsi légèrement le MASI RB, qui a enregistré une performance annuelle de 16,4%. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre sélection de valeurs a profité de la perspicacité de la stratégie initiale qui a été adoptée, mais aussi des remaniements qu'on a effectués au fil des mois, dépendamment bien sûr des opportunités du marché, enfin, du moment. Et en termes de valorisation, le portefeuille de BKGR traite à 19,7 fois ses bénéfices contre 20 fois pour le MASI. Il affiche aussi un dividend yield de 2,5% contre 3,1% pour le MASI également. Alors, depuis leur introduction et dans un marché qui était globalement haussier, les titres qui ont porté le portefeuille de BKGR à la hausse sont Agdital, donc avec une hausse de 79,7%, Doha qui avance de 40% et CDM avec une progression de 39%. Par contre, deux de nos paris se sont révélés décevants, donc à savoir la Bellevie et HPS qui ont enregistré des contre-performances respectives de près de moins 8% et moins 4%. Passons à l'arbitrage action-obligation, qui constitue aujourd'hui une problématique assez importante. Donc, comme vous pouvez le voir sur le premier graphe et après 7 ans en zone favorable à l'action, l'arbitrage dividend yield versus BDT 10 ans a basculé du côté de l'obligataire début 2023, donc avec un spread qui a atteint un pic en juin 2023 de 104 ppb avant de se réduire progressivement, donc après le premier statu quo de Banque Maghreb, pour finir justement l'année sur un écart en baisse à 97 points de base. Donc c'est une baisse qui a justement profité de l'orientation haussière du marché boursier et qui a contrebalancé le marquage à la baisse des taux d'intérêt. Donc, à court et moyen terme, on estime que ce spread devrait se réduire dans un contexte escompté de maintien d'une politique monétaire accommodante par la Banque centrale et le retour aussi à des taux à des niveaux qui sont davantage normatifs avant justement de rebasculer en faveur du marché à actions. Alors, nous avons également établi une matrice comparative action-obligation. Donc, pour le marché action, on a pas mal d'avantages opportunités. Donc, déjà, on a une baisse de la prime de risque et du taux sans risque, ce qui devrait justement induire une revue à la hausse du niveau de valorisation des sociétés cotées. On a également un gisement de reprise non encore épuisé, puisqu'effectivement, on estime que la bourse de Casablanca présente toujours un potentiel de croissance qui serait compris entre 5 et 10%. On a aussi un retour de l'appétence pour le risque et de l'optimisme sur les marchés, donc avec un regain de confiance des investisseurs. Et enfin, on a une baisse du spread BDT 10 ans versus dividend yield.
On a aussi quelques inconvénients, bien sûr. Donc, un arbitrage qui est toujours en faveur du marché obligataire, même si le spread, effectivement, est en train de se réduire. Et on a aussi un PE marché 2024 qui devrait être moins attractif qu'en 2023, ce qui induit justement la mise en place d'une stratégie de stock picking. Par rapport au marché obligataire, donc en termes d'avantages opportunités, on a une prédictibilité des rendements, on a aussi un faible risque, on a un arbitrage qui est toujours en faveur du marché obligataire et on a enfin un assouplissement attendu de la politique monétaire dans les 12 à 18 prochains mois qui peut justement induire une hausse de la valorisation des portefeuilles obligataires en cas de baisse du taux directeur. En termes d'inconvénients, donc on a bien sûr un rendement qui est potentiellement plus faible que celui d'un portefeuille action efficient. Alors, je vous propose d'enchaîner avec les catalyseurs du marché action en 2024. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le volet croissance économique qui a déjà été développé au niveau de la première partie. Donc, concernant la loi de finances 2024, donc, il y a plusieurs mesures qui devraient être déployées pour dynamiser l'économie marocaine, dont l'opérationnalisation des aides sociales directes qui peuvent justement participer à relancer la consommation interne, mais aussi le lancement des aides au logement qui devraient participer à la relance du marché immobilier et des matériaux de construction. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a une petite alerte par rapport à la décompensation progressive du gaz butane à partir du T2 2024 qui pourrait induire une inflation indirecte. Sinon, en termes de capacité bénéficiaire, donc on table sur un RNPG de notre scope 40 en hausse de près de 14% à 29 milliards en 2023 et de 11% à 32 milliards en 2024. Donc, c'est une hausse qui devrait être portée par les opportunités intéressantes à saisir, notamment dans le sillage des annonces qui ont été effectuées à fin 2023, donc avec la Coupe du Monde, le plan de reconstruction, la signature de plusieurs accords de coopération avec les Émirats arabes unis, mais aussi l'effet de base positif du fait de la non-récurrence des dons en séisme. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments que je viens de présenter, nous avons élaboré un portefeuille dans l'optique de trouver un juste équilibre entre prudence et prise de risque calculée. Donc, la composition de notre portefeuille en 2024 se base sur des layers, c'est-à-dire des strates, qui permettent de définir des catégories de valeurs, chacune ayant ses propres caractéristiques. Donc, tout d'abord, on a un socle solide de valeurs défensives qui constitue 60% de notre portefeuille et qui permettent de sécuriser et de réduire le risque. Donc, c'est des valeurs qui peuvent être classées selon trois layers. Donc, on a une première strate de valeurs sustainable. Donc, ce sont des valeurs à revenus prévisibles et peu volatiles et qui disposent généralement d'un statut de leader ou d'une position concurrentielle qui est quand même forte. Donc, on a retenu comme titre pour cette catégorie Tijari Wafa Bank, Taka Morocco, Cozumar et Mutandis. Comme deuxième layer, on a les valeurs robustes. Donc, c'est des valeurs aux fondamentaux solides, telles que Marsa Maroc, BCP, Crédit du Maroc et Atlanta Sened. Et enfin, on a la dernière strate qui est le super yield. Donc, ce sont des valeurs qui sont orientées rendement, telles que Sonacide et Ciment du Maroc. Donc, ensuite, on a une poche de titres offensifs et semi-défensifs qui constitue à peu près 40% de notre portefeuille et ce sont des valeurs qui peuvent générer de la performance et qui peuvent être classées selon deux layers. Donc, on a une première layer value. Donc, ce sont des valeurs qui sont actuellement sous-estimées ou qui disposent d'une marge de reprise non négligeable à capter, comme Agdital, Maroc Télécom, TGCC, Arad et Snep. Et on a une deuxième layer, donc la layer growth. Ce sont des valeurs qui offrent un potentiel de croissance significatif qui est supérieur à la moyenne du marché grâce à un business plan ambitieux ou à des marchés porteurs, etc. Et donc, la valeur qu'on a choisie pour cette catégorie est HPS. Donc, en utilisant la stratégie que je viens de vous présenter, nous avons procédé à la sélection de 15 valeurs donc, que vous pouvez voir sur le tableau et qui sont dotées des caractéristiques recherchées et pour lesquelles la recommandation BKGR est favorable ou neutre. C'est-à-dire que pour l'ensemble des valeurs, on est soit sur de l'achat, soit sur de l'accumulé ou du conservé. Et sinon, pour l'année 2024, donc en termes de performance, le portefeuille BKGR offre un potentiel de croissance théorique qui est de 9,1%, donc c'est un niveau qui est quand même assez intéressant, et un PE de 17,6 fois en 2024 et un dividende yield de 3,5%. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les sociétés cotées devraient profiter de la revue à la hausse de leur niveau de valorisation dans le sillage justement de la baisse des taux sans risque
et de la prime de risque. Et enfin, dernière slide au niveau de cette partie. Donc, on a effectué une simulation du PE forward cible qui permet justement de mesurer le potentiel de croissance ou de baisse qui pourrait se présenter pour le marché action. Donc, tenant compte d'une hausse attendue de la capacité bénéficiaire de 13,7% en 2023 et d'un plus haut de fourchette historique depuis 2019 en termes de PE de 23,7 fois, le potentiel de croissance de la bourse de Casa s'établirait à 24%, comme vous pouvez le voir sur le tableau, contre une probabilité de baisse de moins 13,5% si on prend en compte le plus bas de fourchette qui est de 16,5 fois. Donc voilà, c'est tout pour la partie macro et stratégie d'investissement. Je repasse la parole à Dounia pour introduire le focus valeur. Merci. Merci beaucoup, Khadija, pour ton éclairage. C'était très intéressant. Donc, du coup, je vais passer cette fois-ci la main justement à Imen afin qu'elle puisse nous présenter déjà notre première valeur, la première valeur de notre portefeuille, à savoir Tijari Wafa Bank. Merci Dounia, bonjour à tous. Alors passons maintenant à Tijari Wafa Bank, une valeur sur laquelle nous sommes très positifs en raison de ses atouts et de ses perspectives de croissance. Donc le titre Tijari Wafa Bank fait partie des valeurs défensives de notre portefeuille compte tenu de son profil sustainable. En effet, la banque est leader de son portefeuille en termes de distribution avec une part de marché de près de 30,3% au terme du premier semestre de l'année 2023. Ce positionnement est soutenu par des fondamentaux solides qui se traduisent notamment par un ratio de solvabilité consolidé de 12,58% et un Tier 1 de 11,29%. D'ailleurs, la banque poursuit le renforcement de ses ratios réglementaires, notamment à travers une émission de coco en 2023 d'un montant de 2 milliards de dirhams, et cela devrait lui permettre de dynamiser son activité commerciale et d'absorber les impacts des différents changements réglementaires et comptables qui peuvent affecter le secteur dans sa globalité. Alors, en termes de gestion des risques, la banque dispose d'un matelas de provisions conséquent, intégrant une provision pour risques généraux de 3 milliards de dirhams en social et un encours de dépréciation de 30,2 milliards en consolidé au S1 2023. Et cet aspect préventif lui permet donc de faire face à l'éventualité d'une dégradation du contexte économique. Alors, sur un autre registre, la banque capitalise sur sa présence en Afrique à travers ses filiales, avec une contribution de la banque de détail à l'international de 36% au S1 2023 contre 34,2% un an auparavant. Et cette présence lui permet de compenser une éventuelle baisse de l'activité au Maroc. Toutefois, en termes d'alerte, l'amenuisement du potentiel de croissance de la marge d'intérêt en lien avec la hausse du taux directeur devrait induire un ralentissement de la progression du PNB au 2024. Alors, en ce qui concerne le risque, une dégradation de la qualité du portefeuille au Maroc et en Afrique pourrait entraîner une hausse du coût du risque éventuellement. Alors, au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 478 dirhams, soit une performance de 28% en glissement annuel. Et son PER en 2023, selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 14,7 fois. Alors, en termes de prévisions chiffrées, nous tablons sur un taux de croissance annuel moyen du RNPG de 7% entre 2023 et 2027, intégrant une appréciation de 11% en 2023, devant atténuer une hausse escomptée des charges générales d'exploitation et du coût du risque, et une progression de 13% en 2024. Alors, cette dynamique devrait notamment être tirée par la persistance d'une marge en termes de transmission de la hausse du taux directeur et d'une bonne tenue attendue des marchés financiers, devant permettre un redressement du résultat des opérations de marché. Alors, l'ensemble de ces éléments nous permettent ainsi d'aboutir à un cours cible de 500 dirhams, soit un upside de 5% par rapport au cours actuel, d'où notre recommandation d'accumuler ce titre. Alors, je vous propose de passer à présent à BCP, une valeur également défensive dotée de fondamentaux solides. Alors, en effet, notre choix se justifie sur sa robustesse compte tenu de sa solidité financière qui se traduit par un ratio de solvabilité de 13,43% au S1 2023, qui devrait contribuer à la dynamisation de son activité commerciale. Ces ratios réglementaires devraient d'ailleurs poursuivre leur amélioration suite aux efforts consentis par la banque dans le cadre du renforcement de ses fonds propres réglementaires, notamment à travers des émissions obligataires, dont un emprunt obligataire subordonné de 1 milliard de dirhams et des cocos de 300 millions de dirhams en 2023. Il convient également de rappeler que la banque joue un rôle majeur dans le financement de l'économie à travers son positionnement de challenger en termes de distribution avec une part de marché de 21,4% au S1 2023
et son positionnement de leader en termes de collecte avec une part de marché de 25,7%. Alors, un autre élément qui mérite d'être cité est le profil de résilience avéré de la banque qui se traduit par un matelas de provision très confortable compte tenu d'une constatation d'une provision pour risques généraux de 3,9 milliards de dirhams au S1 2023, dont l'affectation est libre à hauteur de 50%, et un fonds de soutien de 3,7 milliards de dirhams qui lui permet de faire face aux différents changements réglementaires impactant le secteur. Enfin, BCP devrait poursuivre le déploiement de son plan stratégique à horizon 2026, visant notamment à renforcer le leadership du groupe sur son activité bancaire cœur, d'une part, et à élargir son champ d'action à de nouveaux territoires, d'une autre part. Donc, au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 285 dirhams, soit une performance de 31% en glissement annuel. Son PER en 2023, selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 13,9 fois. Alors, en termes de prévisions chiffrées, nous tablons sur un taux de croissance annuel moyen du RNPG en amélioration de 4% entre 2023 et 2027, avec une progression de 46% en 2023, en lien principalement avec une bonne tenue des différentes lignes métiers de la banque, notamment son résultat sur opération de marché en raison d'une consolidation à la baisse des taux des bons du Trésor et obligations, et une marge d'intérêt consécutivement à une optimisation de son coût de refinancement, qui est redevable à une structure des dépôts composée à hauteur de 76,3% par des dépôts non rémunérés et une poursuite de la transmission de l'augmentation du taux directeur. Alors en 2024, nous escomptons une hausse de 6,2% du RNPG sous l'effet d'un allègement attendu du taux du coût du risque dans l'hypothèse d'une amélioration de la situation économique. Donc, compte tenu de ces éléments précités, nous aboutissons à un cours cible de 310 dirhams, soit un upside de 9%, d'où notre recommandation d'accumuler le titre. Merci beaucoup, Imen, pour ton focus sur les valeurs bancaires. Donc là, du coup, je vais redonner la main cette fois-ci à Ibtissam qui va vous présenter Maroc Télécom et qui va nous donner également son point de vue sur la valeur Marsa. Merci. Bonjour à tous. Alors j'enchaîne sur Maroc Télécom, deuxième capitalisation de la bourse de Casa. C'est une valeur que nous réintégrons dans notre portefeuille en tant que profil semi-défensif de type value. En effet, c'est une valeur qui offre aujourd'hui un potentiel important de reprise qui dépend toutefois du dénouement de l'affaire juridique en cours. Alors, avant d'aborder les risques à prendre en considération, nous allons commencer par mettre en avant les points forts qui réconfortent notre opinion aujourd'hui. Alors, tout d'abord, l'opérateur maintient sa position de leader des télécommunications au Maroc en dépit d'un contexte concurrentiel acharné et d'une décélération des parts de marché sur les différents segments d'activité. L'opérateur dispose également d'une forte capacité de génération de cash grâce à sa maîtrise des coûts opérationnels, lui permettant de stabiliser ses marges à des niveaux confortables. Il convient aussi de rappeler que la pénétration des marchés africains offre des opportunités de développement à l'international intéressantes avec la poursuite de la croissance des filiales Move Africa qui draine aujourd'hui près de la moitié du chiffre d'affaires. Le secteur globalement devrait profiter de la croissance du marché de l'Internet qui devrait se poursuivre dans les années à venir compte tenu de la digitalisation croissante de la société marocaine et de l'intensification des investissements dans la fibre optique. Je souhaiterais aussi souligner l'arrivée imminente de la technologie de la 5G qui devrait inaugurer un nouveau cycle de croissance pour le secteur. En effet, l'obtention par le Maroc de la co-organisation de la Coupe du Monde de 2030 pourrait justement accélérer le déploiement de ces technologies tant attendues afin d'assurer une bonne couverture de l'événement et un niveau de service conforme aux attentes. Alors maintenant, au volet des menaces, le risque majeur qui plane aujourd'hui, c'est la plainte déposée par Wana concernant l'abus de position dominante en matière de dégroupage. Alors déjà, pour l'affaire concernant la filiale malienne, un protocole d'accord a été signé clôturant l'affaire et son impact est totalement intégré dans les comptes à fin juin 2023. Par contre, la plainte déposée par Wana serait toujours en cours avec un montant de 6,85 milliards de dirhams qui est réclamé en dommages et intérêts. Ce qu'il faut noter, c'est que le tribunal de commerce de Rabat aurait mis en délibéré cette affaire pour le 29 janvier 2024. Donc, ce litige serait en principe tranché d'ici la fin du mois, ce qui devrait donner plus de visibilité pour les investisseurs.
Donc, si la plainte déposée par WANA se concrétise, cela pourrait fortement affecter la capacité bénéficiaire de l'opérateur. Par contre, si le jugement se fait en faveur de Maroc Télécom, les investisseurs positionnés sur la valeur devraient on va dire, profiter de son important potentiel de reprise avec un retour à des niveaux davantage normatifs autour de 130, 140 dirhams. Donc, il y a aussi le PE de la société qui s'établit à un niveau attractif d'à peu près 16 fois contre 20 fois pour le marché, ce qui pourrait justement offrir une opportunité d'investissement très intéressante. Alors, pour rappel, la valeur traite aujourd'hui un cours de 103 dirhams par action avec une performance year-to-date d'à peu près 2%. En termes de prévision pour 2024 et en attendant le jugement sur l'affaire WANA, nous anticipons la poursuite de la croissance des filiales Move Africa qui devrait être portée par la bonne dynamique de la data mobile et du mobile money. Donc, cette évolution favorable à l'international devrait permettre de compenser la perte continue des parts de marché sur le segment mobile au Maroc et donc de tirer à la hausse le chiffre d'affaires consolidé avec une amélioration attendue d'à peu près 1% à 37 milliards de dirhams. Concernant la capacité bénéficiaire, l'opérateur devrait connaître une appréciation de 6,6% de son bottom line qui devrait être portée par la non-récurrence du don au Fonds spécial de gestion des effets du séisme pour un montant de 700 millions de dirhams. Enfin, pour notre valorisation et compte tenu d'une prime de risque de 7,7%, nous recommandons de conserver la valeur dans les portefeuilles avec un coût cible de 102 dirhams par action. Alors, je passe cette fois-ci à la catégorie des profils robustes avec une valeur sur laquelle nous maintenons euh, de fortes convictions. Il s'agit de Marsa Maroc. Comme on l'avait toujours dit et répété, c'est une valeur qui a la particularité d'être solide et robuste grâce notamment à un positionnement de leadership dans un secteur stratégique avec un portefeuille de concessions solide. Grâce aussi à un business model stable qui est soutenu par une diversification des flux manutentionnés et une visibilité euh, grâce à des contrats de concession de longue durée. Au niveau opérationnel, les marges s'établissent à des niveaux robustes et sont portées par une maîtrise de l'activité d'exploitation dans une industrie à charge principalement fixe. Au niveau bilanciel, on a une structure saine avec un niveau d'endettement faible et un gearing très confortable. Je souhaiterais aussi souligner que le secteur globalement devrait profiter pour les prochaines années de la mise en service du port de Nador Westmed qui est prévu pour fin 2024, ce qui devrait profiter à Marsa en cas d'obtention de concessions sur ce projet. Il y a aussi le développement de l'écosystème maritime avec la volonté de relancer le pavillon national qui devrait dynamiser l'activité portuaire. Donc, en termes de réalisation pour 2023, rappelons que l'opérateur devrait clôturer l'année avec une activité commerciale bien orientée qui devrait être portée par la dynamique soutenue de Tanger Alliance qui draine plus de 20% du chiffre d'affaires et qui devrait atteindre une capacité prévisionnelle de 1,3 million de VP avant d'atteindre la pleine capacité de 1,5 million de VP en 2025. Donc, en dehors du transbordement, nous escomptons également une amélioration des flux traités en 2023 pour les autres segments d'activité, en particulier le trafic conteneurisé domestique, qui devrait profiter du redressement du trafic import-export et le trafic du clinker, vu l'excédent de production exporté vers des destinations principalement africaines. Donc, par contre, le segment des vracs liquides aurait été pénalisé par le ralentissement des importations de fioul, vu la volatilité des cours des hydrocarbures. Donc, en termes de capacité bénéficiaire, le RNPG devrait s'apprécier de plus de 10% si on ne tient pas compte de la contribution au Fonds spécial de gestion des effets du séisme. Si on comptabilise par contre le montant de 100 millions de dirhams annoncé dernièrement par Marsa, cette hausse se limiterait à près de 3,7%. Donc, je tiens à préciser que nos prévisions tiennent compte d'un montant de 125 millions de dirhams qu'on a estimé à un moment où le montant exact n'avait pas encore été communiqué. Alors, pour l'année 2024, nous tablons sur une croissance à deux chiffres des revenus, sous l'effet principalement de la croissance soutenue de l'activité de transbordement, qui devrait profiter d'une amélioration du taux d'utilisation. Pour sa part, le segment des vracs solides pourrait profiter d'une hausse du trafic du charbon au vu de la tendance baissière des cours à l'international, ce qui pourrait encourager les opérateurs à constituer leur stock.
Le segment pourrait également être porté par une hausse des importations du sucre et des céréales dans le sillage d'une campagne agricole qui est en deçà des attentes. Alors, pour le trafic containerisé, nous maintenons pour le moment nos hypothèses initiales avec une amélioration attendue sur ce segment, à moins que la crise de la mer Rouge prenne plus d'ampleur, entraînant une poursuite du renchérissement des prix du fret maritime, ce qui pourrait à ce moment-là impacter négativement l'activité. Donc, compte tenu des éléments précités, nous recommandons d'accumuler le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 297 dirhams par action, qui fait ressortir un upside d'à peu près 7 à 8%. Donc voilà, ça sera tout pour Martha. Je redonne la parole à Dounia. Merci beaucoup, Tissem. Merci beaucoup pour ces informations enrichissantes. Donc, je voudrais maintenant passer la main justement à Lamia, qui est notre experte dans le secteur justement notre expert dans le secteur des technologies et qui va nous parler justement de HPS mais également de SNEP. Merci Dunia, bonjour à tous. Donc j'enchaîne sur la valeur technologique HPS, qui est la valeur growth de notre portefeuille, afin de mettre en avant les éléments clés qui ont drivé notre évaluation et notre recommandation d'acheter. Son positionnement, premièrement, est soutenu par la nouvelle version 4.0 de PowerCard, qui vient répondre aux exigences élevées en termes de rapidité, d'adaptabilité et de sécurité. Donc, le dernier upgrade de la solution PowerCard vers la version 4 est considéré comme un accélérateur de croissance, ayant pour finalité l'amélioration de l'expérience client, le renforcement de la sécurité et la réduction des coûts directs et indirects à travers les divers avantages qu'offrent les nouvelles fonctionnalités de la version au client HPS, notamment un ajustement instantané à la hausse ou à la baisse des ressources IT, des solutions technologiques de pointe considérées comme les meilleures de leur catégorie pour chaque besoin de stockage de données, et la possibilité de découper le logiciel en microservices développés, déployés et maintenus de manière indépendante afin d'accroître la résilience et afin de minimiser l'impact des défaillances. De plus, HPS devrait également capitaliser sur le programme de convergence en accompagnant l'ensemble de ses clients dans leur migration vers la dernière version de PowerCard et d'optimiser ses coûts avec des réductions estimées à moins 30% des coûts d'exploitation et à moins 40% des coûts de maintenance d'ici 2027 et une réduction du temps moyen d'installation du logiciel à 20 minutes maximum contre 20 jours nécessaires à l'installation de l'ancienne version 3 de PowerCard. Donc, l'acteur majeur d'Amonétique au Maroc se donne pour ambition sur la période 2023-2024, à travers son plan stratégique Accelerate, de générer une croissance organique comprise entre 12% et 15%, afin de renforcer la contribution de ses revenus réguliers pour présenter jusqu'à 60% de son chiffre d'affaires, lui permettant de générer un EBITDA prévisionnel compris entre 25% et 30% et d'élargir sa couverture géographique par l'acquisition d'acteurs majeurs dans les métiers complémentaires afin de consolider ses activités en Amérique et en Asie. Parallèlement, la stratégie M&A de croissance externe agressive et dynamique du groupe, introduite initialement par l'acquisition de ICPS et de IRPC, devrait permettre à HPS de renforcer son portefeuille de produits et de services, notamment en Asie et en Amérique, à travers l'identification des cibles de taille particulière ayant un potentiel d'expansion. Dans ce même sillage, l'opérateur monétique serait actuellement à un stade avancé de discussion avec 2 cibles des 12 sociétés qui figurent dans son pipeline. En intégrant cette partie M&A, le groupe devrait afficher une croissance géographique, une consolidation des parts de marché et une expansion de son offre technologique et de son offre des services. Et le TCAM devrait se situer en principe entre 17% et 25% sur la période 2022-2027 versus une croissance hors M&A comprise entre 12% et 17% sur la même période. Enfin, et afin de répondre aux enjeux clés du secteur, notamment en matière de démocratisation des moyens de paiement, d'inclusion financière et de sécurité des transactions, le groupe poursuit sa politique d'investissement en R&D qui représente près de 13% de ses revenus et se concentre aujourd'hui sur la finalisation des derniers jalons des nouvelles fonctionnalités de la version 4 de PowerCard avec ses atouts distinctifs. Cela étant dit, il y a lieu de souligner que la société demeure exposée au risque de change et concerne également le dividend yield de la société qui reste plus bas de son secteur, ainsi que le niveau de turnover qui est élevé dans un secteur qui est impacté par la fuite des cerveaux.
Donc, au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 606 dirhams, pardon, en termes de prévisions chiffrées et à la lumière de ce qui précède. Nous tablons en 2023 sur un chiffre d'affaires en appréciation de 10,8% à 1,86 milliard de dirhams, tiré essentiellement par la croissance organique du groupe. Et en termes de RNPG, nous prévoyons une hausse nette de 14,6% à 134,1 millions de dirhams. Pour les besoins de l'évaluation du groupe HPS, nous nous sommes basés sur la méthode d'actualisation des cash flux futurs et avons retenu les hypothèses suivantes. Un TCAM du chiffre d'affaires de 9,1% sur la période 2023-2032, une marge d'EBITDA moyenne de 22,5% et un taux d'actualisation de 8,2%, tenant compte notamment d'un taux sans risque de 10 ans de 4,21 et d'une prime de risque marché action de 7,7%. Sur la base de la méthode DCF, nous valorisons la société à un cours théorique de 782 dirhams, faisant ressortir un upside de 26% par rapport au cours observé le 15 janvier 2024, qui était le cours de 606, et des PE cibles de 43,2 et 25,7 en 2023 et 2024 respectivement. Donc, nous allons nous pencher à présent sur la valeur SNEP, qui a connu une année singulière dans un contexte volatile et dans un environnement plutôt défavorable qui a été marqué par le recul de la demande en PVC, par la baisse des prix de vente des PVC et par les arrêts nécessaires à la réalisation de l'extension de ses capacités de production depuis le mois de mars 2023, ce qui a impacté la performance year-to-date du cours à fin décembre 2023, qui ressort en baisse de près de 22% à 490 dirhams. Donc, comme vous le savez, la filiale cotée du groupe Inna Holding est leader des produits d'électrolyse avec une part de marché de 68% et des produits vinyliques avec une part de marché de 48%. Et dans le but de développer des compounds à plus grande valeur ajoutée afin d'élargir sa gamme de produits et dans le cadre de sa stratégie de développement ayant pour objectif l'extension de ses capacités de production à 94 tonnes de PVC, des arrêts fréquents ont précédé l'arrêt total de la production de l'opérateur allant du mois de juillet 2023 au mois d'octobre 2023, et ce afin de respecter les exigences sécuritaires de la pétrochimie et afin d'éviter tout risque de fuite ou d'explosion. En conséquence, des volumes complémentaires et nécessaires au maintien de l'activité ont été apportés par la SNEP à des niveaux de marge inférieurs à ceux de la production, ce qui a impacté ses revenus, comme on l'atteste, comme vous le savez, le résultat déficitaire de la SNEP ou S1 2023, qui s'établit à moins 21 millions de dirhams. Néanmoins, la valeur offre aujourd'hui un potentiel de reprise en 2024 et on estime que cette tendance devrait se poursuivre en 2025, la raison pour laquelle nous l'intégrons au niveau des valeurs valides. Donc, suite à la finalisation de cet investissement, nous tablons sur un renforcement de la compétitivité du groupe devant permettre à la SNEP de revenir progressivement à des niveaux de marge, à ces niveaux de marge précédents. Et dans une plus ample mesure, l'effet plein de l'augmentation des capacités de production devrait se ressentir sur l'année 2024 avec un bond des revenus de près de 15%. À près de 866 millions de dirhams pour une marge de BE qui se renforcerait à 20,4%. En bottom line, et compte tenu de la hausse du chiffre d'affaires couplée à la poursuite de son amélioration opérationnelle, le RNPG devrait repasser au vert à 69 millions de dirhams avant de revenir progressivement au niveau d'avant 2023 et atteindre 73 millions de dirhams en 2025. Donc, nous aboutissons à un cours cible de 515 dirhams, soit un upside de 5% par rapport au cours de 485 dirhams observé le 15 janvier 2024, qui valorise SNEP à 16,8 fois et 16 fois sa capacité bénéficiaire en 2024 et en 2025 respectivement, avec une recommandation à conserver. En termes de warning, nous relevons la volatilité des prix des intrants impactant les marges de l'opérateur, la surabondance de l'offre et la forte concurrence à l'échelle internationale, ainsi que le coût énergétique en hausse qui impacte les charges et les marges de l'opérateur. Donc voilà, ce sera tout pour la SNEP. Je redonne la parole à Dunia. Merci beaucoup, Lamia. Alors, donc, du coup, je vais finalement donner la parole à WM qui va nous présenter les deux dernières valeurs de nos 8 top picks pour ce webinaire, à savoir TGCC et Agdital. Donc, je te laisse la parole, WM. Merci Donia. Donc, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Alors maintenant, on passe à deux valeurs qu'on a classées comme étant des valeurs value donc dans notre portefeuille, notamment TGCC et Actital. Alors tout d'abord, pour démarrer, cap sur le secteur des BTP avec TGCC. Dans les perspectives de croissance semblent vraiment toujours très prometteuses et c'est en raison de différents facteurs qu'on va tenter d'expliciter donc par la suite. Alors tout d'abord, notre choix d'investir dans TGCC repose vraiment sur deux éléments principaux. D'une part, le fait qu'elle ait une stratégie de diversification qui est bien rodée, articulée autour des prestations pour des activités de travaux publics ou encore pour de la promotion immobilière, mais aussi son positionnement en fait sur des niches qui sont assez diversifiées et stratégiques pour le royaume. Et là, je cite par exemple les secteurs de la santé ou encore les secteurs d'éducation. Et il faut savoir que TGCC, en effet, à fin S1, donc enfin S2 2023, il a fini avec un carnet de commandes qui est très solide et qui s'établit à un niveau historique de 8,3 milliards de dirhams. Alors, une politique aussi, donc deuxième élément clé, c'est la politique d'expansion renforcée du constructeur afin de tirer davantage profit des opportunités qui se présentent notamment en Afrique, comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée ou encore en Libye. Et c'est vraiment grâce à une performance commerciale solide que ces filiales internationales du groupe ont d'ores et déjà en fait commencé et ça a été remonté une augmentation significative de leur carnet de commandes respectifs. Alors, autre élément clé, c'est que le fabricant devrait également bénéficier de l'activité de nouvelle implantation, comme vous pouvez le voir sur la slide, à savoir celle qu'il a en Libye qui a été faite en 2023 ou encore TGCC Développement qui a été faite, qui est en France et qui est responsable d'un peu de tout et de l'ensemble du développement des projets à l'international. Et d'ailleurs, dans ce sillage-là, c'est important de noter que TGCC entend s'appuyer sur son expérience pour en fait acquérir, j'ai envie de dire, la notoriété nécessaire afin de se positionner comme étant, en fin de compte, un acteur incontournable en Afrique de l'Ouest où vraiment, tout reste encore à faire. Et c'est donc toutes ces perspectives qui devraient produire des résultats à moyen et long terme pour le constructeur et qui seraient plus réalisables dans un contexte, j'ai envie de dire, économique et sectoriel plus favorable. Finalement, donc un autre élément donc, qui motive notre choix d'investir donc, dans TGCC, comme vous pouvez le voir sur l'argumentaire projeté, on recommande d'investir dans cette valeur à plus long terme en raison du contexte local, sectoriel, national qui semble redevenir favorable pour l'ensemble des activités du BTP. Et c'est dans le sillage de différents facteurs. Tout d'abord, et comme vous en avez entendu certainement parler, la redynamisation de l'activité immobilière avec l'entrée en vigueur en début janvier des mesures d'aide au logement qui étaient prévues dans la loi de finances. D'ailleurs, selon le ministère de l'Habitat, un fort engouement a été constaté sur la plateforme numérique d'aide Dame Sakan avec un total qui a été enregistré d'inscription de 16 302 demandes d'inscription enregistrées, comptabilisées jusqu'au 10 janvier 2024. Et en fait, ce programme d'aide au logement, il laissera et il devrait laisser vraiment présager un nouveau cycle haussier pour le secteur de l'immobilier pour les années 2024-2025 et pourrait donc induire en fait le développement d'infrastructures dans ces nouvelles zones aménagées, incluant par exemple des établissements universitaires, des hébergements touristiques ou encore des infrastructures de santé et pourrait aussi redynamiser l'immobilier, impactant ainsi l'activité de TGCC. Alors, deuxième facteur clé qui s'inscrit dans le fait que le contexte devient favorable, c'est la mise en place du programme de reconstruction post-séisme, comme vous le savez, annoncé par les pouvoirs publics qui englobe quatre composantes, dont notamment la réhabilitation des infrastructures et celle sur laquelle on met l'accent. Troisième élément, c'est la relance des grands projets de développement structurant donc, du pays, avec notamment l'extension du port phosphacier ou encore la construction des ports Nador et Dakhla Atlantique ou encore la construction des barrages et des stations de dessalement dans le cadre toujours du programme national d'irrigation et d'eau potable 2020-2027. Et finalement, et bien entendu, l'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 qui devrait évidemment nécessiter une augmentation significative des infrastructures, que ce soit des infrastructures sportives, hôtelières, aéroportuaires, routières à l'échelle nationale. Donc voilà, donc au volet boursier, j'ai envie de dire que la valeur qui traite aujourd'hui à un cours de 203 dirhams, et selon notre valorisation, en termes de prévisions chiffrées, elle devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires, donc à fin 2023 d'environ plus 18% à 6 109 millions de dirhams, qui reflète d'une part la forte dynamique commerciale de l'opérateur, d'autre part les performances croissantes de ses filiales nationales et finalement aussi la poursuite de l'expansion à l'international du groupe. Et par rapport donc à son RNPG, on table sur une progression de 28% à 315 millions de dirhams, établissant ainsi la marge nette à 5,2% à fin 2023 contre 4,8% une année auparavant.
Donc, pour la valorisation de TGCC, et avec donc, voilà, la méthode DCF utilisée et nos hypothèses retenues, notamment un taux d'actualisation de 8,6%, on aboutit à un cours cible de 191 dirhams, soit un downside de moins 5,9% par rapport au cours retenu du 15 janvier, et ce qui nous amène à recommander donc, d'accumuler le titre dans vos portefeuilles. Alors ensuite, on passe à notre deuxième valeur, donc value, Agdital, avec le secteur de la santé qui semble toujours garder un potentiel intéressant de croissance malgré sa forte hausse de 2023 et la forte hausse constatée notamment en ce début d'année 2024. Alors tout d'abord, je remets l'accent sur le fait que Agdital est un acteur de référence dans les soins de santé privés à l'échelle nationale, qui dispose jusqu'à aujourd'hui d'une présence sur 8 villes, soit 21 établissements à fin juin 2023, et qui correspond à peu près à une capacité litière de 2192 lits. Alors, la volonté du groupe, en fait, de poursuivre son développement avec l'ouverture, notamment de 10 établissements, selon ce qui a été annoncé en 2024, et une structure prévue en 2025 dans la ville de Dakhla, laisse présager ou permettra, en fait, de porter la capacité litière à 3000 lits. Pour accélérer ce développement, et comme vous pouvez le voir sur la slide, le groupe peut aussi compter donc, sur des partenariats avec des acteurs majeurs du secteur immobilier, notamment Aradi, et se positionne d'ailleurs sur le segment du bien-être, qui pourrait être un relais de croissance intéressant avec des marges qui sont plus élevées. Donc, pour revenir à la dynamique du secteur des soins au Maroc, et un élément clé sur lequel il faut mettre l'accent, il est important en fait de rappeler que l'élargissement volontariste de la couverture médicale avec l'augmentation notamment du nombre de bénéficiaires de l'AMO. Donc, on a vu qu'à fin juillet 2023, on était déjà à presque 23,2 millions de personnes, contre 7,8 millions en décembre 2020. Et donc, le secteur sanitaire marocain semble vraiment être porteur de croissance avec aussi l'élaboration du plan Santé 25 qui vise à mettre en œuvre, entre autres, une feuille de route sectorielle pour répondre aux différents besoins de l'écosystème, et ce pour un investissement total de 24 milliards de dirhams. Alors, le groupe Agdital envisage aussi dans une seconde phase, et ça c'est important de le dire, de s'internationaliser à partir des années 2025-2026 pour conquérir notamment, selon ce qui a été communiqué, les marchés des Émirats arabes unis, en ciblant là-bas une niche de la population, donc la middle class, qui n'ont pas forcément accès aux soins en raison des coûts élevés sur place, et aussi en ciblant d'autres pays, notamment les pays africains, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne les pays africains, il convient de noter que l'instabilité politique dans plusieurs pays, ça a été avancé par le management, et le manque de ressources sur place, comme l'absence, par exemple, de centres de transfusion au Cameroun, ne sont pas des facteurs qui sont encourageants pour le groupe dans ces pays-là. Alors, au volet boursier, Vital traite aujourd'hui à un cours de 545 dirhams. Donc, en termes de prévision, la valeur, et selon notre travail de valorisation, devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires à fin 2023 de 78% à 1841 millions de dirhams, reflétant deux éléments clés. D'une part, la bonne tenue des entités historiques, mais aussi le succès des établissements qui ont été ouverts en 2022 et en 2023. Par rapport à son RNPG, on table sur une progression de 8,9% à 163 millions de dirhams. Et voilà, donc pour la valorisation d'Agdital, en se basant toujours sur la méthode DCF, avec nos hypothèses, notamment un taux d'actualisation de 10,84%, on aboutit à un cours cible de 550 dirhams, soit un upside de 0,9%, toujours par rapport au cours retenu le 15 janvier de cette année, et ce qui nous amène à recommander, in fine, d'accumuler le titre dans vos portefeuilles. C'est tout par rapport à nos des valeurs value. Je redonne la parole à Dunia. Merci beaucoup, oui. Merci pour l'ensemble des intervenants. On arrive dorénavant à la fin de ce webinaire et nous démarrons la session de questions-réponses. Déjà, merci beaucoup pour votre intérêt parce qu'on a déjà des premières questions qui ont été soumises au niveau du chat. Donc, je vais déjà commencer par la première. Alors, c'est comment devraient évoluer les taux débiteurs en 2024? Je pense que c'est une question qui devrait être justement adressée à Khadija. Merci Donia. Alors, très bonne question. Donc, on pense que les taux débiteurs devraient augmenter sur le S1 2024, donc j'insiste dessus, puisqu'effectivement, il reste un reliquat qui est lié à la hausse du taux directeur à transmettre sur le rendement des crédits. Par contre, c'est un reliquat qui se limite à près de 10 points de base, ce qui explique aussi la décélération qu'on attend au niveau de la croissance de la marge d'intérêt en 2024. Donc, voilà. Merci beaucoup, Khadija. Alors, j'ai une deuxième question, cette fois-ci
C'est une question par rapport à une valeur. Donc, elle est destinée à Ibtissam, vu qu'elle concerne Marsa Maroc. Donc, quel serait l'impact de la crise de la mer Rouge sur Marsa Maroc? Alors, Dunia, cette crise qui est déclenchée par les attaques des porte-conteneurs au Yémen a entraîné une suspension de la traversée de la mer Rouge par de grands armateurs mondiaux, ce qui a déclenché une hausse importante des tarifs du fret maritime depuis décembre, il me semble. Donc, en cas de prolongation de cet événement, les conséquences pourraient effectivement s'aggraver avec un effet inflationniste qui pourrait pénaliser le commerce international de manière générale. Mais pour l'instant, nous considérons que l'impact est limité au Maroc et on attend de voir l'ampleur que ça va prendre sur ce premier trimestre de 2024. Merci beaucoup, Petit Sam, c'est très clair. Alors, cette troisième question que je viens de recevoir, cette fois-ci concerne TGCC. Alors, ça va être destiné à OIM. Comment expliquer l'afflux constaté sur TGCC en ce début d'année? Et effectivement, vous affichez un downside de moins 5% à peu près, et pourtant, vous maintenez votre recommandation à accumuler. Excellente question. OIM, si tu peux répondre à cette question, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, merci déjà pour la question, très intéressante. Effectivement, on a constaté en fait qu'il y a eu un gain sur TGCC de environ 7% en ce début d'année, sur les 2 premières semaines d'année 2024, ce qui peut être confirme déjà ce qu'on a vu, qu'on a vu juste, j'ai envie de dire. Maintenant, l'intérêt porté sur TGCC, il faut le savoir, intègre les perspectives de croissance qui sont intéressantes au niveau national et international du constructeur, comme je vous l'ai présenté, mais aussi le contexte sectoriel favorable. Il faut savoir en fait et noter que plusieurs appels d'offres sont en cours pour les projets de construction qui sont liés notamment à l'organisation de la Cannes 2025 et à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Et d'ailleurs, une première phase de travaux a été lancée avec un budget qui est estimé, selon la presse économique, ça a été communiqué comme hier, à 20 millions de dirhams à terme. Donc voilà, toujours hier, et ça a été communiqué donc, sur la presse et auprès de responsables publics. TGCC aurait d'ailleurs remporté les contrats pour les grands stades d'Agadir et de Fès et une partie significative du stade de Marrakech. Et aussi, le constructeur semble être le mieux placé à côté d'autres opérateurs, notamment FGTM, pour la construction du plus grand stade d'Afrique qui est situé à Bni Mellal pour un budget total qui avoisine les 5 milliards de dirhams. Donc vraiment, dans ces conditions-là, le carnet de commandes du constructeur devrait se renforcer. Et je vous rappelle qu'à fin juin 2023, il était déjà à un niveau record de 8,3 milliards de dirhams. Maintenant, cette actualité-là, j'ai envie de dire, conforte notre recommandation d'accumuler la valeur. Et on attend bien sûr, de la publication des résultats annuels de la société. On sera amené à revoir notre cours cible à la hausse en intégrant notamment une révision de la prime de risque et une révision du taux sans risque par la suite. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci, Donia. Oui, merci beaucoup, Yann, c'est très clair. Alors là, du coup, j'ai une question cette fois-ci qui revient un peu au début de la présentation. C'est pour Khadija. Et c'est par rapport, alors, quelles sont vos anticipations par rapport à l'évolution du taux directeur pour l'année 2024? Alors, par rapport au taux directeur, donc on s'attend à une stabilité du taux en 2024 en raison justement de certains facteurs qui pourraient freiner la croissance économique. Donc, on a le début de la décompensation pardon, du gaz butane qui est prévu pour le T2 2024, comme j'en ai parlé tout à l'heure. On a aussi la probabilité de hausse des prix des produits agricoles en cas de sécheresse. Donc, dans ces conditions, on ne pense pas que la Banque centrale puisse opérer justement une baisse du taux directeur cette année, surtout que les banques centrales des pays développés estiment qu'il ne serait pas opportun de le faire
si les tensions inflationnistes animent toujours leurs économies. Par contre, si l'économie marocaine réagit bien aux contraintes que j'ai citées tout à l'heure, et si l'économie internationale poursuit justement une décélération inflationniste qui amènerait les banques centrales à réduire leur taux directeur, on pense que Banque El Maghreb pourrait également enclencher ce mouvement, mais à partir de fin septembre 2024. Donc voilà. Merci beaucoup, Khadija. Alors, j'ai encore deux questions pour toi. Alors, la première, c'est par rapport à notre portefeuille. Alors, on nous demande pourquoi on a intégré Crédit du Maroc au niveau du portefeuille au lieu de CIH Bank. D'accord, ok. Euh, Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Crédit du Maroc est considéré comme une valeur robuste compte tenu de ses ratios de solvabilité qui sont très confortables et qui sont d'ailleurs largement supérieurs à la moyenne sectorielle. On a aussi sa dynamique commerciale qui devrait être boostée donc après le changement d'actionnariat. Donc ça, c'est des éléments qui expliquent le fait qu'on l'ait intégré au niveau des valeurs robustes. On a CIH aussi, qui dispose d'un profil qui est similaire à celui de Crédit du Maroc, notamment en termes de ratio réglementaire. Par contre, les anomalies qu'on a constatées récemment au niveau de l'activité factoring de la banque et aussi la hausse du coût du risque qu'on a vu à fin septembre justifient l'arbitrage qui s'est fait aujourd'hui en faveur de CDM, qui, selon nous, présente une meilleure gestion des risques CIH pour le moment. Donc, c'est ce qui justifie le choix de Crédit du Maroc. Merci beaucoup, Khadija. Donc là, je pense qu'on peut aller pour une dernière question. Cette fois-ci, encore une fois, c'est une question par rapport à l'économie. Quel devrait être l'impact de la pluviométrie plutôt défavorable sur les prévisions de croissance économique pour l'année 2024? Alors, par rapport à l'impact de la pluviométrie, qui effectivement aujourd'hui est plutôt défavorable, donc c'est vrai qu'il risque d'y avoir un impact négatif de l'ordre de 0,7 points à 1 point selon un scénario médian, on va dire, en partant justement sur l'hypothèse d'une récolte céréalière entre 35 à 50 millions de quintaux. Donc, c'est un niveau qui est inférieur à celui de l'année écoulée. Donc, voilà. Merci beaucoup, Khadija. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour votre intervention. J'espère que les questions ont été claires. Alors, juste un petit rectificatif, c'était par rapport à TGCC. Effectivement, c'est le stade de Ben Slimane. On a eu un petit lapsus en parlant de Ben Slimane. C'est bien évidemment le stade de Ben Slimane. Donc, en tout cas, on vous remercie énormément pour votre présence, pour justement vos questions intéressantes qui nous ont permis un peu de creuser le sujet. On espère que ce webinaire vous a plu et on vous dit à la prochaine. Merci encore à tous.